Ma belle-fille a hérité de 55 millions d'euros après le décès de mon fils. La première chose qu'elle a faite a été de me chasser de la maison que lui et moi avions bâtie ensemble. Elle m'a dit d'aller crever dans une benne à ordures. J'ai simplement pris mon manteau, je suis parti et j'ai passé un seul coup de fil. 5 jours plus tard, elle était à genoux, me suppliant de lui donner un seul euro. Elle aurait dû écouter plus attentivement lors de la lecture du testament. Elle aurait dû comprendre que mon fils savait exactement qui elle était. Le lendemain de l'enterrement de mon fils David, le silence dans sa maison était la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. Ce n'était pas le silence paisible du deuil. C'était un silence froid, dur, cassant, du genre qui menace de se briser au moindre faux pas. J'étais assis dans le grand fauteuil en cuir du salon, celui que David et moi avions choisi ensemble des années auparavant, et je fixais l'espace vide à côté de moi. Chaque recoin de la maison hurlait son absence. Il était dans la façon dont la lumière du soleil frappait le parquet que nous avions posé, dans l'odeur des vieux livres de la bibliothèque que nous avions construite, dans le bourdonnement silencieux des serveurs au sous-sol qui faisaient tourner l'entreprise qu'il avait créée à partir de rien. J'ai entendu le cliquetis de talons sur le plancher de bois franc à l'étage, un son qui ressemblait à une violation du chagrin qui aurait dû emplir l'espace. Ma belle-fille, Chloé, descendit le grand escalier. Elle n'était pas en noir. Elle portait un tailleur pantalon crème très chic qui semblait avoir été confectionné le matin même. Son maquillage était parfait, un masque de sang-froid imperturbable. Elle passa devant moi en glissant, son parfum coûteux flottant dans son sillage, sans même jeter un regard dans ma direction. Elle sortit son téléphone et entama une conversation d'une voix nette, dénuée de toute émotion. « Non, le calendrier doit être accéléré », dit-elle en se dirigeant vers la cuisine. « Nous devons liquider les actifs secondaires d'ici la fin du trimestre. Il s'agit de maximiser les liquidités. Le passé, c'est le passé. » Je me sentais comme un vieux meuble, une relique dont elle n'avait pas encore décidé si elle devait la garder ou la jeter. Le silence revint, plus lourd, plus froid. Je sus alors que la tempête n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. J'ai fermé les yeux, laissant les souvenirs affluer pour combler le vide assourdissant. Je nous voyais, David et moi, des années plus tôt, sur ce même sol, mais couverts de sueur, nos visages maculés de sueur et de joie. Nous posions la dernière latte de parquet. David, à peine sorti de l'université, avait insisté pour que nous le fassions nous-mêmes. Une maison, ce ne sont pas juste des murs, papa, m'avait-il dit, son souffle court à cause de l'effort. C'est l'effort qu'on y met. C'est notre histoire. Et maintenant, Chloé marchait sur cette histoire avec ses talons aiguilles, parlant de liquider des actifs comme si elle jetait de vieux journaux. Chaque mot qu'elle prononçait était une profanation. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé la cheminée en pierre que nous avions mis un été entier à construire, choisissant chaque pierre dans une carrière locale. David avait gravé nos initiales, DP et RP, sur une petite pierre cachée près du foyer. Je me demandais si Chloé l'avait déjà remarqué. Probablement pas. Pour elle, ce n'était qu'une cheminée, un élément de décor à évaluer et peut-être à remplacer par quelque chose de plus moderne, de plus froid. Le silence qui suivit son appel téléphonique était différent. Il n'était plus simplement vide, il était chargé de son intention. C'était le silence d'un prédateur qui a pris possession d'un nouveau territoire. J'étais un vestige d'un autre temps, une anomalie dans le nouvel ordre qu'elle était en train d'établir. Je suis resté assis dans ce fauteuil pendant des heures, bien après que le soleil se soit couché, regardant les ombres s'allonger et dévorer la pièce. Je n'étais pas seulement en deuil de mon fils. J'étais en deuil de la maison qu'il avait promise, le sanctuaire qu'il avait construit pour nous deux, un lieu qui était maintenant devenu un simple bien immobilier, une ligne dans un bilan financier. La chaleur avait quitté les murs, remplacée par le froid glacial de l'ambition. Et dans ce froid, je sentais le début d'une longue et terrible saison. Le jour suivant, nous étions assis dans la salle de conférence au mobilier d'acajou poli du bureau de l'avocat de David, maître Dubois. L'air était épais, imprégné de l'odeur du cuir et du vieux papier. Je connaissais maître Dubois depuis 20 ans. Il avait vu David grandir, l'avait conseillé lorsque sa petite start-up n'était qu'un rêve esquissé sur une serviette en papier. Il me regarda avec une expression peinée avant de chausser ses lunettes professionnelles et de s'éclaircir la gorge. Chloé était assise en face de moi, le dos droit comme un i, les mains jointes sur la table. Elle ressemblait à une PDG lors d'une OPA hostile, pas à une veuve éplorée. Maître Dubois commença à lire le testament de David Peterson. Le langage juridique était dense, mais le cœur du document était d'une simplicité brutale. Clause après clause, le transfert des biens de David était détaillé. Ses actions de contrôle dans la société d'intelligence artificielle, évaluées à plus de 50 millions d'euros. Son portefeuille d'investissement, les voitures, les œuvres d'art, les comptes bancaires et la maison. Tout devait être transféré à ma femme bien-aimée, Chloé Peterson.
Mon nom n'était mentionné qu'une seule fois, dans une unique phrase stérile. À mon père, Robert Peterson, je laisse ma plus profonde gratitude pour avoir été un père merveilleux et mon premier et plus grand professeur. Je sentis l'air quitter mes poumons. Ce n'était pas une question d'argent. Je ne m'étais jamais soucié de l'argent. C'était le sentiment d'être complètement effacé. J'ai regardé Chloé. Elle ne me regardait pas. Un petit sourire, presque imperceptible, effleura les coins de ses lèvres. C'était un sourire de victoire pure et sans mélange. À ses yeux, je n'étais plus un père en deuil. J'étais une note de bas de page dans l'histoire de sa nouvelle richesse. Alors que la voix monotone de l'avocat continuait, un souvenir me traversa l'esprit, si clair qu'il semblait dater d'hier. J'étais assis avec David dans une petite brasserie miteuse il y a 20 ans. Il me montrait son plan d'affaires, ses yeux brûlants de passion et de peur. Je venais de vendre ma modeste maison, celle que j'avais partagée avec sa mère, et je lui avais glissé un chèque représentant toutes les économies de ma vie. « C'est un risque énorme, papa », avait-il dit, la voix légèrement tremblante. J'avais repoussé le chèque dans sa main. « Ce n'est pas un risque, mon fils », lui avais-je dit. « C'est un investissement en toi. » Maintenant, assis dans ce bureau froid, je regardais la femme qui tenait cet investissement tout entier entre ses mains manucurées, et je ne voyais aucune trace de mon fils dans son regard triomphant. Je me suis remémoré les détails de cette journée dans la brasserie. L'odeur de café fort et de croissants brûlés. Le bruit des tasses qui s'entrechoquent. Le visage de David, si jeune, si plein d'une terrible et merveilleuse anxiété. Le chèque que je lui avais tendu n'était pas juste un papier. C'était le toit au-dessus de ma tête. C'était les vacances que je n'avais jamais prises. C'était le coussin de sécurité que j'avais mis des décennies à construire. En le lui donnant, je lui avais donné mon passé et ma confiance en son avenir. Il avait pleuré. Pas de grosses larmes, mais ses yeux s'étaient remplis d'eau et il avait regardé le chèque comme s'il s'agissait d'un artefact sacré. « Je te le rendrai haut. Centuple, papa, avait-il murmuré. Je ne te laisserai jamais tomber. » Dans la salle de conférence de Maître Dubois, ces mots résonnaient dans ma tête comme une promesse brisée. Chloé, avec son sourire de prédatrice, était l'incarnation de cet échec. Elle n'avait pas seulement hérité de l'argent, elle avait hérité du fruit de mon sacrifice. Un sacrifice dont elle ignorait tout et dont elle se fichait éperdument. Le regard de Maître Dubois croisait le mien par-dessus ses lunettes. Je pouvais y lire un mélange de pitié et de frustration professionnelle. Il était l'exécuteur testamentaire, un simple messager des dernières volontés de mon fils, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui le mettait mal à l'aise, une dissonance qu'il ne pouvait pas exprimer. Au moment où il a prononcé la dernière phrase du testament et a officiellement clos la lecture, Chloé s'est levée, lissant son tailleur impeccable. Elle n'a pas dit un mot de remerciement, ni à l'avocat, ni à moi. Elle s'est simplement dirigée vers la porte, s'arrêtant juste une seconde pour se tourner vers moi. « Robert », a-t-elle dit, son ton aussi neutre que si elle s'adressait à un employé. « J'aurai besoin que vous commenciez à faire vos cartons. Je prévois des rénovations importantes. » Puis elle est partie, laissant derrière elle un silence plus profond et plus douloureux que celui qui avait suivi la mort de David. Ce n'était plus un silence de deuil, c'était le silence de ma propre disparition. Dès notre retour à la maison, le masque de civilité, aussi fin fut-il, tomba complètement. Chloé parcourait les pièces, non pas comme une résidente, mais comme une inspectrice. Ses yeux balayaient tout avec un regard froid et évaluateur. Elle pointa un doigt parfaitement manucuré vers un mur de photographies, des photos de David enfant, de sa mère, de lui et moi lors de parties de pêche. « Tout ça doit disparaître », déclara-t-elle à personne en particulier. « C'est juste du désordre. Nous avons besoin d'une esthétique épurée et moderne. » Elle se dirigea vers la bibliothèque qui contenait la collection de romans de science-fiction en première édition de David, son plus grand trésor après son travail. Ceux-là peuvent être vendus. Je suis sûr qu'ils valent quelque chose. Son téléphone sonna et elle y répondit en mode haut-parleur, sa voix résonnant avec une autorité nouvelle. « Oui, tout est confirmé », dit-elle avec un rire dans la voix. 55 millions, sans compter la propriété. Je suis la seule propriétaire maintenant. Contrôle total. Elle prononça cette dernière partie en me regardant droit dans les yeux, un défi dans son regard. Elle marquait son territoire, indiquant clairement que mon temps ici était terminé. Je n'étais plus un invité dans la maison de mon fils. J'étais un fantôme qui hantait sa nouvelle propriété. Et je sus avec une certitude qui me glaça jusqu'aux os qu'elle était sur le point de pratiquer un exorcisme. Je la regardais se déplacer dans le salon, notre salon, et chaque geste était une annulation. Elle touchait le tissu du canapé que David avait choisi pour son confort, et je la voyais déjà le remplacer par un meuble design inconfortable. Elle regardait par la fenêtre le grand chêne que nous avions planté ensemble, et je savais qu'elle ne voyait pas un souvenir,
mais un obstacle potentiel à une extension future. Elle n'était pas seulement en train de redécorer. Elle effaçait activement toute preuve que David et moi avions jamais existé dans cet espace. Plus tard dans l'après-midi, alors que je me tenais silencieusement dans la cuisine, elle a reçu un autre appel. C'était un agent immobilier. « Oui, je suis intéressé par les propriétés sur la Côte d'Azur », dit-elle, sa voix pétillante d'excitation. Quelque chose avec une vue sur la mer, évidemment. Le budget n'est pas un problème. Disons, dans la fourchette des 5 à 10 millions pour commencer. Elle parlait d'acheter une nouvelle maison alors que le corps de mon fils était à peine froid dans la terre. La nausée me monta à la gorge. Je suis sorti sur la terrasse pour prendre l'air. Le jardin que j'avais entretenu avec tant d'amour, les rosiers que la mère de David avait plantés des années avant sa propre mort, tout cela semblait soudain menacé, vulnérable. Je pouvais presque entendre le bruit des bulldozers. Chloé me rejoignit quelques minutes plus tard, un verre de vin blanc à la main. Elle ne s'assit pas. Elle resta debout, me dominant de sa présence. « Robert, il faut qu'on soit clair, » commença-t-elle, sans préambule. « David est parti. C'est triste, c'est une tragédie, mais la vie continue. Ma vie continue. Et cette maison, cette nouvelle vie, n'a pas de place pour le passé. Vous comprenez ?» C'était dit sans cruauté apparente, mais avec une finalité de faire. Elle ne me voyait pas comme son beau-père, le père de l'homme qui lui avait tout donné. Elle me voyait comme le passé. Un obstacle. Un fantôme. Et les fantômes, elle semblait bien déterminée à les chasser, quel qu'en soit le prix. Je n'ai rien répondu. Je me suis contenté de regarder les rosiers de ma défunte femme, et j'ai fait le serment silencieux que, d'une manière ou d'une autre, je protégerais ce qui pouvait encore l'être. Pendant 2 jours, je me suis réfugié dans le seul endroit de la maison où je sentais encore la présence de mon fils, la bibliothèque. C'était plus qu'une pièce, c'était une cathédrale de notre histoire commune. David et moi avions construit nous-mêmes les étagères en chaîne du sol au plafond, nos rires résonnant dans l'espace vide pendant que nous travaillions. Chaque livre sur ces étagères racontait une histoire. Pas seulement celle imprimée sur ces pages, mais l'histoire de la façon dont il était arrivé là. Un exemplaire rare d'Asimov que j'avais trouvé pour son 20e anniversaire. Une édition dédicacée d'un nouvel auteur qu'il avait découvert et adoré. Ses manuels universitaires avec ses notes griffonnées dans les marges. J'y passais des heures, passant mes doigts sur les dos des livres, redressant un volume de travers, sentant le bourdonnement silencieux de son intellect, de sa curiosité, de son âme. C'était la seule pièce que Chloé n'avait pas encore touchée de son regard froid et évaluateur. J'étais en train de dépoussiérer soigneusement une rangée de ses livres reliés préférés lorsque la lourde porte en chêne fut violemment ouverte, claquant contre le butoir avec un craquement violent qui brisa la paix. Chloé se tenait sur le seuil, flanquée de 2 hommes qui semblaient trop grands pour l'encadrement. Ils étaient vêtus de tenues de sport, avec des bras épais et des visages impassibles. Ils ressemblaient à des démolisseurs, pas à des invités. Chloé, quant à elle, portait une tenue de sport coûteuse, les cheveux attachés en une queue de cheval serrée. Elle regarda la pièce, non pas avec appréciation, mais avec l'œil dédaigneux d'un promoteur regardant un vieil immeuble avant de le démolir. « Bon, voilà l'espace », annonça-t-elle aux hommes, m'ignorant complètement. « Comme vous pouvez le voir, c'est juste du poids mort. Tout ce bois sombre et ce vieux papier. C'est déprimant. » Elle tourna son regard vers moi pour la première fois, et il n'y avait aucune chaleur, seulement de l'impatience. « Robert, » dit-elle, la voix sèche et cassante. « J'ai besoin que vous sortiez toutes ces vieilleries d'ici demain. L'elliptique et la machine de musculation sont livrées vendredi. » Je reposai soigneusement le livre que je tenais sur l'étagère, mes mains stables malgré le tremblement que je sentais dans ma poitrine. Je me tournai pour lui faire face, gardant ma voix égale, calme. « Chloé, » dis-je doucement, « ce ne sont pas des vieilleries. C'était la collection de David, son sanctuaire. Cette pièce est le cœur de la maison. C'est ici que sa mémoire vit. » Je regardai par-delà elle les 2 hommes qui se dandinaient mal à l'aise, évitant mon regard. J'en appelais à une humanité que je n'étais pas sûr qu'elle possédât. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre pièce. S'il vous plaît, juste pas celle-ci. Je ne plaidais pas pour moi. Je plaidais pour mon fils, pour la préservation de la petite partie de lui qui semblait encore tangible, qui respirait encore dans l'odeur du papier et de l'encre. Un instant, elle me fixa, une lueur d'incrédulité dans les yeux, comme si elle n'en revenait pas que j'ose la remettre en question. Puis un rire bref et s'échappa de ses lèvres. La mémoire ? À quoi bon la mémoire ? On ne peut pas liquider les souvenirs, Robert. Son visage, autrefois un masque d'indifférence froide, commença à se tordre en quelque chose de vraiment hideux. La civilité avait disparu. La comédie était terminée. C'était la vraie Chloé,
celle que mon fils avait dû voir, celle dont il avait dû essayer de me protéger. Sa voix monta à chaque mot, devenant plus forte, plus dure, résonnant contre les livres silencieux qui observaient la scène. J'en ai tellement marre de vous voir vous morfondre dans cette maison comme un fantôme, touchant à tout, me rappelant un passé que je veux oublier. Elle fit un pas en avant, son doigt pointé dans ma direction. C'est ma maison maintenant, ma vie, et vous n'en faites pas partie. Puis vinrent les mots qui allaient se graver dans mon esprit pour toujours. Les mots qui deviendraient le carburant de tout ce qui allait suivre. Vous n'êtes plus le bienvenu ici, hurla-t-elle, le visage rouge de fureur. Sortez de ma maison. Allez crever dans une benne à ordures, je m'en fiche. Elle se tourna vers les deux géants silencieux à ses côtés, sa voix tombant à un ordre bas et vicieux. Sortez-le. Avant que je puisse réagir, ils bougèrent. L'un prit mon bras gauche, l'autre mon droit. Leurs poignes étaient de fer. Il n'y avait aucune méchanceté dans leurs actions, juste une efficacité détachée, comme s'ils enlevaient un meuble indésirable. Je ne me suis pas débattu. Le combat m'avait déjà quitté, remplacé par un choc profond et creux. Ils me guidèrent hors de la bibliothèque, mes pieds trébuchant sur le tapis perçant. J'eus un dernier regard pour la pièce, le sanctuaire de mon fils, avant que la lourde porte en chêne ne soit refermée avec un clic final et définitif. Le verrou tourna. J'avais été expulsé du cœur même de mon fils. La lourde porte d'entrée claqua et le son résonna, non pas comme du bois heurtant un cadre, mais comme un jugement final. J'entendis le son métallique et sec du pêne dormant qui se tournait, un son qui m'enfermait à l'extérieur de ma propre vie. Je restai debout sur le chemin de pierre, la pelouse verte manucurée s'étendant de chaque côté de moi. Sur l'herbe, semblant absurdement déplacée, se trouvait ma vieille valise en cuir. Chloé avait dû la faire elle-même, un dernier acte de charité dédaigneuse. Je l'imaginais toucher mes affaires, ses mains jugeant mes pulls usés et mes vieux livres avant de les fourrer dans le sac et de demander à l'un de ses hommes de main de le jeter dehors comme un déchet. L'humiliation était une chose physique, un nœud froid qui se serrait dans mon estomac. Le ciel au-dessus était d'un gris uniforme et impitoyable, de la couleur du béton humide. Un vent froid commença à se lever, faisant bruisser les feuilles du grand chêne que David et moi avions planté lorsque les fondations de la maison avaient été posées. Puis la première goutte de pluie frappa ma joue. Elle était froide. Une autre suivit, puis une autre, jusqu'à ce qu'une bruine régulière et misérable commence à tomber, s'infiltrant dans les épaules de mon mince manteau. Je ne bougeais pas. Je restais là, laissant la pluie se mêler aux larmes silencieuses que je n'avais pas réalisé qu'elles coulaient sur mon visage. Je levai les yeux vers la maison, notre maison. Je vis la baie vitrée de la bibliothèque, sombre et vide. Je me souvins que David avait insisté pour avoir cette fenêtre, voulant un endroit où il pourrait lire avec la lumière du matin, qui inonderait la pièce. Je vis la façade en pierre autour de l'entrée, me rappelant le week-end que nous avions passé à poser les pierres nous-mêmes, nos mains à vif et nos visages rayonnants de fierté. Chaque brique, chaque fenêtre, chaque bardeau était un souvenir. Et maintenant, c'était un monument à une promesse brisée. La pluie froide sur ma peau semblait laver les années, tirant un souvenir des profondeurs de mon cœur avec une clarté douloureuse. Je me retrouvais soudain dans un autre jardin, devant une maison beaucoup plus petite, 25 ans plus tôt. David était un adolescent, tout en bras dégingandés et en ambition sincère, m'aidant à réparer un poteau de clôture cassé. Ses mains étaient maladroites, mais déterminées. Je me souviens avoir arrêté notre travail et posé une main sur son épaule. Le caractère d'un homme ne réside pas dans ce qu'il possède, David, lui avais-je dit, les mots semblant aussi vrais alors qu'aujourd'hui. C'est dans ce qu'il est prêt à protéger. Son nom, son honneur, sa famille. David avait regardé de notre modeste petite maison vers l'horizon, ses jeunes yeux remplis de rêves. Il avait souri, un éclair de l'homme brillant qu'il allait devenir. Un jour, je nous construirai une grande maison, papa, avait-il dit, sa voix pleine d'une certitude inébranlable. Un endroit si grand et si solide que tu auras toujours un foyer. Ce ne sera pas ma maison. Ce sera notre maison. Le souvenir s'estompa, laissant derrière lui une douleur plus profonde que n'importe quel coup physique. Cette promesse, cette belle et sincère promesse d'un fils à son père, voilà ce que Chloé avait vraiment jeté sur la pelouse. Voilà ce sur quoi elle avait claqué la porte. Les 55 millions d'euros n'étaient que des chiffres sur une page. La maison n'était que du bois et de la pierre. Mais cette promesse était le fondement sacré de ma vie, et elle l'avait profanée. Debout là, sous la pluie battante, je sentis le chagrin et le choc finalement reculer, remplacé par autre chose, quelque chose de dur, de froid et de clair. La douleur se transformait, se cristallisant en une unique pointe acérée de détermination. Je redressai le dos, sortant mes épaules de leur affaissement des faits. Je jetai un dernier long regard à la maison. Ce n'était plus un regard de chagrin. C'était un regard d'évaluation,
Un regard de résolution. Je traversai l'herbe mouillée, mes chaussures s'enfonçant légèrement dans la terre molle. Je saisis la poignée de ma valise. Elle était solide dans ma main. Et sans me retourner, je commençai la longue marche dans l'allée vers la rue. Chaque pas, un vœu silencieux. La partie n'était pas terminée. Elle venait de jouer son coup. Maintenant, c'était mon tour. Je devais avoir l'air de quelque chose, debout sur le trottoir sous la pluie. Un homme de 70 ans avec une seule valise et une vie soudainement effacée. Un taxi jaune ralentit en passant, ses phares fendant la lumière maussade de l'après-midi. Je levai la main et il s'arrêta. Le chauffeur, un jeune homme aux yeux bienveillants, ne posa aucune question en mettant mon sac dans le coffre. « Où allons-nous, monsieur » demanda-t-il. Je ne voulais pas aller chez un ami. Je ne pouvais pas supporter leur pitié. Pas encore. J'avais besoin d'anonymat. Un endroit où je pourrais réfléchir. L'hôtel Le Relais étoilé, dis-je, nommant un endroit dont je me souvenais d'il y a des années, loin sur la nationale. Un endroit où les gens allaient quand ils ne voulaient pas être trouvés. Le trajet fut un flou de lumière de la ville tachetée et le battement rythmique des essuie-glaces. Chaque battement semblait dire « Et maintenant ? Et maintenant ? Et maintenant ?» Nous avons laissé les banlieues chics derrière nous, les grandes maisons cédant la place à des zones commerciales et des parcs industriels. L'hôtel Le Relais étoilé était exactement comme je ne m'en souvenais pas. Il manquait un nœud à l'enseigne, qui lisait donc « Relais étoilé », ses néons grésillants et vacillant sous la pluie. La peinture du bâtiment s'écaillait, et l'air sentait l'asphalte mouillé et le regret. La chambre que le réceptionniste me donna était au rez-de-chaussée, face au parking. Elle était petite et l'air était vicié. Un couvre-lit à motif marron était tendu sur un matelas grumeleux. Une seule lampe sur la table de chevet jetait un faible cercle de lumière jaune. La télévision antédiluvienne était boulonnée à la commode. C'était l'opposé complet de la vie dont je venais d'être chassé. Les pièces spacieuses, l'odeur de fleurs fraîches, les œuvres d'art inestimables, tout cela semblait un rêve. Cette petite chambre triste était ma nouvelle réalité. Je posai ma valise sur le porte-bagages usé et m'assis sur le bord du lit. Les ressorts grincèrent en signe de protestation. Les seuls bruits étaient le bourdonnement du mini-réfrigérateur et le sifflement lointain des pneus sur l'autoroute mouillée. Pour la première fois depuis des jours, j'étais vraiment seul, entouré d'un silence qui était entièrement le mien. Mais ce n'était pas le silence de la défaite. C'était le silence d'un échiquier après qu'un coup dévastateur a été joué. C'était le silence de la contemplation. Je pensais à la rage de Chloé, à sa cupidité si transparente qu'elle en était presque enfantine. Je pensais au testament, si net, si simple, si peu ressemblant à mon fils. David était méticuleux. C'était un génie qui voyait tous les angles, qui planifiait toutes les éventualités dans son entreprise. Aurait-il pu être si aveugle dans sa vie personnelle? Aurait-il pu laisser son propre père, l'homme qui avait financé son rêve, si totalement sans protection? Cela n'avait pas de sens. Les chiffres ne collaient pas. Et en tant qu'homme d'histoire, je savais que lorsqu'une histoire n'a pas de sens, c'est généralement parce qu'on ne lit pas le texte en entier. Une nouvelle pensée commença à se former. Pas un espoir, mais une hypothèse, une possibilité. Et si David n'était pas aveugle? Et si il avait été stratégique? La pensée était une seule petite flamme dans la vaste obscurité de mon désespoir. C'était suffisant. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau, mes doigts se refermant sur la forme froide et dure de mon téléphone. Je l'ai sorti, l'écran lumineux illuminant mon visage dans la pénombre de la chambre. Mon pouce a fait défiler les noms d'amis que je ne pouvais pas encore affronter, les numéros de service dont je n'avais pas encore besoin. Je me suis arrêté sur un nom qui représentait maintenant le seul pont entre le monde que j'avais perdu et tout avenir possible. Maître Dubois. Mon doigt plana au-dessus de l'écran pendant un battement de cœur. Une question silencieuse suspendue dans l'air. Se rendre ou se battre? Puis, d'une main ferme, j'appuyai sur le bouton d'appel. Le conflit ne portait plus sur ce qu'on m'avait fait. Il portait sur ce que j'allais faire ensuite. Le téléphone sonna une fois, deux fois, un son strident dans la chambre de motel silencieuse. Chaque sonnerie semblait durer une éternité. J'appelais un avocat, mais je cherchais aussi une bouée de sauvetage, un lien avec le fils que j'avais perdu. Finalement, la sonnerie cessa. Dubois. Sa voix était professionnelle, mais je pouvais y déceler une certaine lassitude. « Robert, » dit-il, une note d'inquiétude entrant dans son ton. « Est-ce que tout va bien? J'étais sur le point de vous appeler. » Ces mots provoquèrent une petite secousse en moi. Il était sur le point de m'appeler. Il s'attendait à quelque chose. Je pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées, déterminé à ne pas avoir l'air d'un homme brisé. Je gardai ma voix aussi stable et égale que si je donnais une conférence sur la chute de l'Empire romain. Je rapportai les faits,
dépourvu de l'émotion écrasante qui se cachait en dessous. « Bonsoir, maître Dubois. » commençai-je. « Je vous appelle pour vous informer que je ne réside plus à la maison de mon fils. Chloé m'a fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. J'ai pris une chambre à l'hôtel Le Relais étoilé, sur la Nationale. » Le silence à l'autre bout du fil était lourd, mais ce n'était pas le silence du choc ou de l'incrédulité. C'était le silence d'une confirmation triste et lasse. Je l'entendis soupirer, une longue et lente expiration qui semblait porter le poids d'un secret qu'il gardait depuis trop longtemps. « Robert, » dit-il, et le professionnalisme de sa voix fut remplacé par le chagrin sincère d'un ami. « Je suis tellement désolé que vous ayez eu à subir ça, vraiment. Mais je ne peux pas dire que je sois surpris. » Ma prise se resserra sur le téléphone. Pas surpris. La petite hypothèse qui s'était formée dans l'obscurité de mon désespoir me parut soudain moins une supposition et plus une certitude. Mon fils avait su. Il avait vu cela venir. Maître Dubois continua, sa voix basse et remplie d'une affection douloureuse pour l'ami qu'il avait perdu. David était un homme brillant, Robert. Il pouvait prédire les tendances du marché et les évolutions technologiques des années à l'avance. Il voyait le monde en motifs, en lignes de code et en résultats probables. Et il voyait aussi les motifs chez les gens. Il connaissait sa femme. Il l'aimait, je pense, à sa manière. Mais il n'était pas un imbécile. C'était un planificateur. Il avait toujours un plan de secours. Je fermai les yeux, imaginant le visage de mon fils. Pas ses photos souriantes, mais le regard d'inquiétude silencieuse qu'il avait parfois quand il pensait que personne ne regardait. Le fardeau qu'il avait dû porter. Puis le ton de maître Dubois changea. Le chagrin amical avait disparu, remplacé par la voix nette et précise d'un exécuteur testamentaire sur le point de remplir son devoir. « Robert, je vais vous dire quelque chose maintenant que j'étais tenu par mon devoir fiduciaire et ma promesse à David de ne pas révéler, à moins qu'un ensemble de conditions très spécifiques ne soit rempli. En vous expulsant de force de la maison, Chloé vient de remplir ces conditions. » Je retins mon souffle. C'était le moment. David m'a laissé une enveloppe scellée et une liste d'instructions privées et détaillées, continua l'avocat. Le testament que nous avons lu à mon bureau l'autre jour, ce n'était pas toute l'histoire. C'était vrai au sens légal, mais c'était incomplet. Considérez-le comme le premier coup dans une partie d'échecs que mon fils savait qu'il ne serait peut-être pas là pour finir. Je sentis une vague d'émotion si puissante qu'elle faillit me couper le souffle. Un chagrin, vif et frais, pour la terrible connaissance avec laquelle mon fils avait dû vivre. Et un amour écrasant, bouleversant, pour sa prévoyance, pour son cœur farouchement protecteur qui tendait la main pour prendre soin de moi-même au-delà de la tombe. « Que voulez-vous dire » murmurai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. La voix de maître Dubois était ferme maintenant, un phare dans la tempête. « Je veux dire qu'il y a une autre clause, une clause de contingence, déclenchée par des actions spécifiques. David l'appelait son « test de caractère ». Il voulait plus que tout donner à Chloé une chance sincère de lui prouver qu'il avait tort. Il espérait qu'elle choisirait la décence. Il espérait qu'elle choisirait la famille. Mais il avait planifié en fonction de la probabilité qu'elle choisirait la cupidité. La petite flamme vacillante de détermination en moi rugit et prit vie. Mon fils ne m'avait pas abandonné. Il m'avait armé. Les derniers mots de maître Dubois n'étaient pas un réconfort, mais un appel à l'action. Elle a échoué au test, Robert. Elle a joué son coup. Maintenant, il est temps pour nous de jouer celui de David. La voix de maître Dubois au téléphone était une bouée de sauvetage, me tirant de l'épave des derniers jours, me déposant sur la terre ferme. Je me redressai sur le lit de motel grumeleux, écoutant avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pour comprendre ce que David a fait, commença l'avocat, son ton étant maintenant celui d'un stratège expliquant une campagne brillante, vous devez comprendre qu'il n'a pas écrit un simple testament. Il a créé un test de résistance éthique et légale avec toute sa fortune comme sujet. Je pouvais presque voir mon fils dans ces mots. Le planificateur méticuleux, le génie qui voyait chaque résultat possible. Le document que nous avons lu à mon bureau, continua Dubois, était la première partie de ce test. C'était l'appât. Il a été conçu pour donner à Chloé tout ce qu'elle pensait avoir toujours voulu. Mais il était assorti d'une seule ficelle, presque invisible. Il marqua une pause pour les faits. Cette ficelle était un concept juridique appelé « obligation fiduciaire ». C'est un terme que nous, les avocats, utilisons tout le temps, et il sonne généralement comme une formule toute faite, mais David en a fait la clé de tout le mécanisme. J'écoutais, captivé, pendant qu'il expliquait la simplicité élégante et dévastatrice du plan de mon fils. Le testament stipulait que l'héritière, Chloé, se voyait confier l'ensemble du patrimoine Peterson. Mais il contenait également une clause cruciale,
soigneusement formulée. Elle disait qu'elle était liée, pour une période d'évaluation de 30 jours, à une obligation fiduciaire solennelle de protéger et de maintenir le bien-être et l'héritage de la famille Peterson. Cela ressemble à une phrase sentimentale, n'est-ce pas? Dit Dubois, avec une pointe d'admiration dans la voix. Mais dans le contexte d'un testament, c'est une instruction juridiquement contraignante. L'héritage familial ne signifie pas seulement l'argent. Cela signifie les gens, l'histoire, l'honneur. Cela vous signifie, Robert. Les pièces commencèrent à s'emboîter dans mon esprit, formant une image de l'incroyable prévoyance de mon fils. Quand Chloé vous a chassé de la maison, expliqua Dubois, sa voix devenant dure comme de l'acier, elle a fait plus qu'une chose cruelle. Elle a porté un coup de masse à la clause la plus importante du testament. Elle a prouvé de la manière la plus spectaculaire possible qu'elle n'avait aucune intention de maintenir le bien-être ou l'héritage de la famille. Elle a violé son obligation fiduciaire. Et cette violation est le déclencheur. Il m'a dit que cette violation lui donnait, en tant qu'exécuteur testamentaire, la pleine autorité légale pour déceler et activer un second document, un codicille scellé au testament que David avait laissé dans son coffre-fort privé. Alors que Maître Dubois parlait, la morne chambre de motel autour de moi s'estompa. Je fus transporté 3 mois en arrière, à la dernière soirée tranquille que j'avais passée avec mon fils. Nous étions dans la bibliothèque, un silence confortable entre nous. David regardait fixement son ordinateur portable, le front plissé de concentration. Il leva soudain les yeux vers moi, ses yeux fatigués mais clairs. Il y avait une lourdeur en lui ce soir-là, une lassitude qui allait au-delà du travail. « Papa » avait-il dit, sa voix calme mais sérieuse. « Si jamais il m'arrive quelque chose, j'ai besoin que tu aies confiance en ce que j'ai construit. » J'avais pensé qu'il parlait de son entreprise, des algorithmes, des brevets. J'avais posé ma main sur son épaule et lui avais dit que je le ferais toujours. Mais il secoua légèrement la tête. « Non, pas seulement l'entreprise », précisa-t-il en regardant de nouveau son écran, rempli de ce que je réalisais maintenant être des documents juridiques. Je veux dire le système. Le système que j'ai construit pour te protéger. Je n'avais pas compris à l'époque. Je pensais qu'il parlait de pare-feu ou d'arrangement financier. Je ne réalisais pas qu'il était en train de forger un bouclier de loi et d'amour autour de moi. Maintenant, dans cette chambre de motel solitaire, ces mots étaient la chose la plus claire au monde. Il s'était préparé pour ce jour précis. Je revins au présent, le cœur endolori par un mélange d'immense chagrin et de profonde fierté. Mon fils était parti, mais son esprit brillant était toujours à l'œuvre, me protégeant encore. « Alors, que faisons-nous maintenant » demandai-je à Maître Dubois, ma voix ne tremblant plus. C'était la voix d'un homme investi d'une mission. « Maintenant, nous suivons les instructions de David à la lettre » répondit Dubois, sa voix purement professionnelle. Et ces instructions étaient très claires. Nous ne la confrontons pas. Nous ne dévoilons pas notre jeu. Le plan de David était plus élégant que cela. Il savait que le vrai caractère se révèle non pas quand il est défié, mais quand il pense que personne ne regarde. Il exposa les prochaines étapes. Chloé croit qu'elle est l'une des femmes les plus riches du pays. Nous avons besoin qu'elle le croie de tout son cœur. Mais quand elle essaiera de dépenser cet argent, de liquider ses actifs, d'exercer ce pouvoir, elle trouvera que toutes les portes sont verrouillées. Il expliqua qu'il utiliserait son autorité légale en tant qu'exécuteur pour placer des gels temporaires sur tout, citant des retards de procédure standards, des évaluations de succession et des contrôles fiscaux. Ce serait une mort par 1000 coupures administratives. Elle serait une reine avec un trésor vide. Elle deviendra frustrée, puis en colère, puis désespérée, dit Dubois. David savait qu'elle n'avait aucune patience. Il a conçu le piège pour exploiter ses propres pires instincts. Il lui a donné toute la corde qu'elle pouvait désirer, Robert. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre qu'elle fasse son propre nœud. Faites confiance au système. Faites confiance à votre fils. Je raccrochai le téléphone. Le silence de la chambre de motel ne semblait plus vide, mais chargé de détermination. Le jeu avait été mis en place par mon fils il y a longtemps. Il était temps pour moi de jouer mon rôle. Le plan que Maître Dubois m'avait exposé au téléphone était à la fois simple et d'une complexité à couper le souffle. C'était un labyrinthe juridique conçu par mon fils, et Maître Dubois venait de me donner la carte. Ses instructions pour sa propre partie étaient précises. Il allait entamer le processus de gel légal des principaux actifs de la succession. Il utiliserait le bouclier parfait et impénétrable de la bureaucratie. Il y aurait des avis de dépôt de succession, des demandes d'évaluation d'actifs, des requêtes pour les autorisations fiscales nationales et régionales. Chaque étape était une procédure standard et légalement requise, mais menée avec une lenteur délibérée, elle formerait un mur invisible autour des 55 millions d'euros. Chloé pourrait voir la fortune, mais elle serait totalement incapable d'y toucher.
Ce serait comme une personne affamée regardant un banquet à travers une vitre incassable. Mes instructions étaient beaucoup plus simples et beaucoup plus difficiles. Vous, Robert, vous devez disparaître, avait dit Maître Dubois, sa voix ferme. Pas pour toujours, juste pour quelques jours. Laissez votre piste se refroidir. Ne répondez pas à votre téléphone si quelqu'un appelle. Ne contactez pas vos vieux amis. Pour Chloé et pour le monde, vous devez être ce qu'elle croit que vous êtes. Un vieil homme brisé et vaincu qui s'est enfui dans un coin sombre pour pleurer. Votre absence sera sa confiance. Votre silence sera son signal pour agir de manière impulsive. Nous avons besoin qu'elle se sente complètement, totalement et stupidement en sécurité. Nous avons parlé encore quelques minutes, confirmant les détails, puis l'appel s'est terminé. J'ai posé mon téléphone sur la table de chevet usée. La chambre de motel était de nouveau silencieuse. J'ai regardé autour de moi les meubles en stratifie bon marché, la moquette tachée, les rideaux fins et délavés. 1 heure auparavant, cette chambre était un symbole de mon humiliation, le point le plus bas de ma vie. Mais maintenant, elle me semblait différente. Elle ressemblait à un bunker, un centre de commandement. L'anonymat que j'avais recherché par honte était devenu un avantage stratégique. Ce n'était pas un lieu de défaite. C'était une base arrière. Une version plus jeune et plus en colère de moi-même aurait pu appeler ce sentiment une soif de vengeance. J'aurais pu savourer la pensée de la future souffrance de Chloé. Mais assis là, dans la solitude tranquille, sentant le poids immense de la confiance de mon fils m'atteindre depuis le passé, je savais que c'était tout autre chose. Il ne s'agissait pas d'infliger de la douleur. Il s'agissait de révéler une vérité douloureuse. Ce n'était pas de la vengeance. C'était l'exécution lente et méthodique de la justice. La justice de mon fils. Je n'étais pas un vengeur. J'étais un exécuteur testamentaire, chargé de réaliser le dernier et plus important souhait de mon enfant, protéger son héritage de la seule personne qu'il savait qui essaierait de le détruire. Le plan était un chef-d'œuvre d'ingénierie juridique et psychologique, mais il reposait sur une seule hypothèse critique, l'arrogance sans borne de Chloé. Une lueur de doute s'insinua dans mon esprit. Quelqu'un pouvait-il vraiment être aussi aveuglé par la cupidité, si totalement dépourvu de prudence? Le plan exigeait qu'elle ne se contente pas de marcher dans le piège, mais qu'elle y sprinte, en riant tout le long du chemin. Elle devrait ignorer tous les signaux d'alarme, tous les retards de procédure et ne croire que ce qu'elle voulait croire. Cela semblait être une faille dans un plan par ailleurs parfait. Je craignais qu'elle ne sente que quelque chose n'allait pas, qu'elle n'engage son propre avocat compétent qui lui conseillerait la patience. Et puis, je devais me remettre en question. Avais-je la force de mener cela à bien? Mon rôle était de rester silencieux, d'observer depuis l'ombre pendant qu'elle, pour un temps, célébrait sur la tombe de la mémoire de mon fils. Je devrais supporter la pensée de ses fêtes, de sa démolition de sa bibliothèque, de son effacement de sa présence de la maison que nous avions construite. Cela exigerait un niveau de maîtrise de soi que je n'étais pas sûr de posséder. L'instinct de se battre, de crier, de la confronter était puissant. Je regardais l'écran sombre de mon téléphone, mon propre reflet fatigué. En retour, je vis le visage d'un père en deuil. Mais sous le chagrin, je vis le professeur d'histoire, l'homme qui comprenait que les batailles les plus importantes se gagnent souvent non pas sur le terrain, mais dans les archives silencieuses, par la patience et l'étude attentive des faits. David avait étudié son adversaire. Il avait défini la stratégie. Il me faisait confiance pour l'exécuter. Je ne le décevrais pas. D'une main ferme, j'ai appuyé et maintenu le bouton d'alimentation de mon téléphone. L'écran a vacillé et s'est éteint. La première étape du plan était terminée. J'avais disparu. Pendant les 3 jours qui suivirent, j'ai suivi les instructions de Maître Dubois à la lettre. J'ai vécu dans un état d'exil auto-imposé, un fantôme dans une chambre de motel bon marché. La télévision est restée éteinte. Mon téléphone est resté un rectangle sombre et silencieux sur la table de chevet. Le monde extérieur à ma fenêtre, avec son flot incessant de circulation autoroutière, a cessé d'exister. Je ne le savais pas à l'époque, bien sûr, mais pendant que j'étais assis dans cette solitude calme et contemplative, Chloé faisait exactement le contraire. Elle explosait dans le monde avec la force d'une supernova financière, un spectacle de consommation si grandiose que c'en était presque une forme d'art. Maître Dubois m'a plus tard informé de tous les détails, sa voix un rapport sec et factuel au téléphone. Il a dépeint une femme si complètement consumée par la cupidité qu'elle ne pouvait pas voir le bord de la falaise juste au-delà de ses nouvelles chaussures à 1 000 €. Son premier arrêt, m'a-t-il dit, a été une tournée éclair des boutiques les plus chères que la ville avait à offrir. Elle s'y est déplacée, non pas comme une cliente, mais comme une conquérante réclamant son tribut. Des sacs à main de créateurs dont je ne connaissais même pas les noms, des montres qui coûtaient plus cher que ma première maison, des robes qu'elle ne porterait probablement qu'une seule fois. Elle n'achetait pas seulement des choses.
Elle s'achetait une nouvelle identité, se débarrassant de la peau de son ancienne vie et s'enveloppant dans un cocon de luxe obscène. De là, elle s'est rendue chez un concessionnaire de supercars, le genre d'endroit avec des sols en béton poli et plus de gardes de sécurité que de voitures. Elle n'a pas regardé. Elle a simplement pointé du doigt le véhicule le plus ostentatoire de la salle d'exposition, une voiture de sport rouge sang avec des portes qui s'ouvraient vers le haut comme des ailes. Elle a versé un acompte substantiel et non remboursable d'un simple geste de sa carte de crédit. Le vendeur, a appris Maître Dubois, lui avait demandé quand elle paierait le solde. Chloé avait ri, un son tintant et condescendant. « Oh, dès que quelques petites formalités administratives ennuyeuses seront réglées, » avait-elle dit. « Ne vous inquiétez pas, l'argent est là. » Mais son acte le plus flagrant, celui qui m'a semblé être une violation personnelle même en l'entendant de seconde main, était ce qu'elle avait prévu pour la maison. Elle a engagé un célèbre architecte d'intérieur, un homme connu pour son style froid et brutalement minimaliste qui était l'antithèse de la maison chaleureuse et confortable que David et moi avions créée. Lui et Chloé avaient traversé la maison, et Chloé avait émis des décrets comme une tyranne mesquine. Les chaleureux parquets en chêne devaient être arrachés et remplacés par du marbre blanc. Le mobilier confortable fait sur mesure devait être vendu. Mais elle a réservé son plus grand venin pour la bibliothèque. L'enquêteur privé de Maître Dubois avait enregistré sa conversation avec le designer. « Cette pièce, » avait dit Chloé, sa voix dégoulinant de dédain, « est une morgue. Tous ces vieux livres poussiéreux et ce bois sombre et déprimant. Je veux qu'elle soit vidée. Je veux des murs blancs, du chrome, du verre, et un bar à jus personnel juste là. » Elle pointait du doigt, a noté l'enquêteur, directement l'endroit où le fauteuil de lecture préféré de David s'était trouvé pendant plus d'une décennie. Elle ne se contentait pas de redécorer. Elle accomplissait un nettoyage rituel, effaçant systématiquement toute trace de mon fils et de moi. Le crescendo de son hubris fut la fête. Elle organisa une énorme réception avec traiteur 3 soirs après m'avoir chassé. La maison était remplie d'étrangers, un tout nouvel ensemble d'amis qui était miraculeusement apparu dans sa vie exactement au même moment que les 55 millions d'euros. Le champagne coulait à flots, un DJ jouait une musique forte et pulsante, et Chloé tenait sa cour au centre de tout cela, se prélassant dans l'adoration de ses nouveaux partisans. Elle était radieuse, triomphante. Et à un moment de la soirée, la source de Maître Dubois lui a dit qu'un des nouveaux amis avait posé des questions sur le père de David. Chloé avait marqué une pause, plaçant une main théâtrale sur sa poitrine, comme si la question lui causait une grande peine. « Oh, Robert !» avait-elle soupiré, sa voix portant à travers le cercle silencieux des auditeurs. Le pauvre cher homme. Il était tellement dépassé par tout, le chagrin, les affaires juridiques. Il n'arrivait pas à s'adapter à cette nouvelle réalité. Elle avait secoué la tête tristement. Je crois qu'il s'est installé dans une petite maison de retraite. Tranquille quelque part dans le nord. C'est mieux ainsi, vraiment. Il n'a tout simplement pas sa place dans ce monde. En écoutant Maître Dubois raconter cette partie, un étrange calme m'envahit. Je ne ressentis aucune colère, aucune rage. Je ne ressentis qu'une profonde et froide pitié. Elle dansait dans un château de cartes, portant un toast à un avenir qui avait déjà été cédé. Elle se croyait la reine d'un royaume nouveau et scintillant, ne réalisant jamais qu'elle n'était qu'une actrice temporaire sur une scène que mon fils avait si soigneusement construite. Et l'acte final, je le savais, était sur le point de commencer. Le piège avait été posé. L'appât avait été pris. Et maintenant, les murs étaient sur le point de commencer à se refermer. Le jour après sa fête était censé être le premier jour de son nouveau règne. Comme Maître Dubois me l'a raconté plus tard, Chloé s'est réveillée tard, la lumière du soleil inondant la chambre principale qu'elle occupait maintenant seule. La maison était silencieuse. Les traiteurs avaient nettoyé les preuves de la grande fête de la veille. Elle devait se sentir au sommet du monde, une reine dans son château, la maîtresse incontestée d'un univers de 55 millions d'euros. Elle décida de commencer sa journée et sa nouvelle vie par un acte de consommation désinvolte et triomphante. Elle conduisit la berline de luxe de David, une voiture qu'elle considérait maintenant comme la sienne, jusqu'à un café chic du centre-ville, après un arrêt bref et satisfaisant chez son nouveau bijoutier préféré. C'est là, entouré du cliquetis discret de la porcelaine et du murmure de l'élite de la ville, que la première fissure apparut dans les fondations de son monde parfait. Après avoir commandé un café ridiculement cher et une pâtisserie, elle présenta sa nouvelle carte de crédit noir, celle directement liée au compte principal de la succession. Le barista la passa dans le lecteur. Un instant passa. Il la repassa. Un petit froncement de sourcils polis apparut sur son visage. « Je suis désolé, madame, » dit-il, sa voix assez basse pour éviter une scène. « Elle est refusée. » Chloé rit, un son de pure incrédulité. « C'est impossible, » dit-elle, sa voix un peu trop forte. « Réessayez. » Il le fit.
Le résultat fut le même. L'agacement traversa son visage, remplacé par une pointe d'embarras alors qu'elle remarquait une femme à une table voisine qui jetait un coup d'œil. Elle lui tendit une autre carte, également liée à la succession. Elle fut aussi refusée. Décontenancée, elle paya avec les dernières liquidités de son sac à main de créateur et se retira dans sa voiture, le visage un masque de fureur froide. Elle appela immédiatement la ligne bancaire privée. Le représentant qui répondit était impeccablement poli, ce qui ne fit qu'attiser sa colère. « Oui, Madame Peterson, » dit le banquier après un moment. « Je vois le problème. Il semble y avoir un gel de procédure temporaire placé sur tous les comptes associés à la succession Peterson. » La voix de Chloé était sèche. « Un quoi ? Je suis la seule bénéficiaire. C'est mon argent. Levez ce gel immédiatement. » Il y eut un léger bruit de clics électroniques à l'autre bout du fil. « Madame, je crains de ne pas pouvoir faire cela, » dit le banquier, sa voix toujours exaspérément calme. La demande a été déposée ce matin par l'exécuteur testamentaire de la succession, Maître Dubois. C'est un gel standard en attente d'une évaluation complète des actifs pour le tribunal des successions. J'ai les mains liées. Chloé resta assise dans sa voiture, le moteur éteint, et fixa les vitrines scintillantes. Pour la première fois, un tentacule froid de peur réelle se glissa dans son cœur. Elle rentra chez elle, l'esprit en ébullition. Quand elle franchit la porte d'entrée, son téléphone sonnait. C'était le célèbre architecte d'intérieur. Sa voix, habituellement si obséquieuse et expansive, était sèche et agacée. « Chloé, ma chérie, » dit-il, passant de politesse. « Il y a un petit problème. Mon équipe de démolition est arrivée à la maison ce matin pour commencer les travaux dans la bibliothèque, mais ils ont été refoulés. On nous a signifié un avis juridique, une injonction temporaire sur toute modification structurelle de la propriété, déposée par l'exécuteur testamentaire de la succession. » Il prit une inspiration. « Mon équipe facture à l'heure, ma chérie, et en ce moment, il me facture pour ne rien faire du tout. Que se passe-t-il » Chloé s'effondra sur un canapé blanc immaculé, le téléphone froid contre son oreille. Elle était entourée par les murs qu'elle voulait abattre, mais un mur invisible et plus puissant venait d'être érigé autour d'elle. Avant même qu'elle puisse formuler une réponse au designer, un autre appel arriva. C'était le vendeur de voitures de la concession Maserati, et la déférence joyeuse avait disparu de sa voix. C'était maintenant la voix d'un homme qui voulait son argent. « Madame Peterson, » dit-il, son ton purement professionnel. « Je vous appelle au sujet du paiement final de la Gran Turismo. Comme nous en avons discuté, votre acompte réserve le véhicule pour une fenêtre de 72 heures. Nous sommes maintenant à l'heure 75. Nous avons besoin de ce virement bancaire aujourd'hui. Sinon, je serai obligé de remettre le véhicule à un autre acheteur intéressé. Et conformément au contrat que vous avez signé, l'acompte n'est pas remboursable. » La voiture de sport, symbole ultime de son nouveau statut, était sur le point de disparaître. Chaque pilier de sa nouvelle vie s'effondrait un par un en l'espace d'une seule matinée. C'est à ce moment-là que la panique s'installa vraiment. Sa rage confiante se dissolut en une peur frénétique et acculée. Il ne lui restait qu'un seul coup à jouer. Elle composa le numéro du bureau de Maître Dubois, son pouce tapant sur l'écran. Au moment où il répondit, le barrage de son sang-froid se rompit et un torrent de mots furieux et terrifiés se déversa. « Qu'avez-vous fait » hurla-t-elle dans le téléphone. « Pourquoi mon argent est-il gelé ? Pourquoi ne puis-je rien toucher ? C'est ma maison. Vous travaillez pour moi. Je suis la succession. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je vais vous poursuivre en justice. Je vais vous ruiner. » À l'autre bout du fil, comme Maître Dubois me l'a décrit plus tard, il a simplement tenu le téléphone à quelques centimètres de son oreille et a attendu que la tempête passe. Quand elle s'arrêta enfin pour reprendre son souffle, il parla, sa voix le centre calme et inébranlable de son ouragan. « Madame Peterson, je comprends votre frustration. Cependant, comme je suis sûr que vous pouvez l'apprécier, le règlement final d'une succession de cette taille est un processus très complexe. »« Procédure standard » hurla-t-elle. « Il n'y a rien de standard là-dedans. »« Je vous assure, Madame Peterson, » continua-t-il, son ton exaspérément professionnel, « chaque action que j'ai entreprise est une étape parfaitement standard et légalement requise pour protéger les actifs de la succession pendant la période d'homologation. Je ne fais que suivre la lettre de la loi. » Elle hurla de nouveau, un son brut et frustré d'enfant gâté à qui l'on refuse ce qu'il veut. Elle frappait du poing contre un mur invisible, un mur bâti de procédure, de légalité, du plan brillant et patient de mon fils. Après une dernière menace incohérente, elle raccrocha brutalement le téléphone. Elle était piégée. Piégée non pas par des barreaux ou des serrures, mais par le système même qu'elle pensait lui avoir tout donné. Elle était une reine dans une cage dorée, et mon fils,
par la main calme et ferme de Maître Dubois, venait de tourner tranquillement et irrévocablement la clé. 5 jours. Selon les mises à jour que je recevais de Maître Dubois sur la ligne fixe crépitante du motel, c'est le temps qu'il a fallu pour que le nouveau monde de Chloé s'effondre. Les murs invisibles qu'il avait érigés avaient parfaitement fait leur travail. Sa vie, qui avait semblé si illimitée et scintillante quelques jours auparavant, était devenue une cage dorée. Les factures impayées des traiteurs de la fête et du DJ arrivaient maintenant avec des avis rouges de colère exigeant un paiement immédiat. L'architecte d'intérieur avait envoyé un courriel cinglant et une facture pour son temps perdu. Le concessionnaire automobile avait appelé une dernière fois pour l'informer que son acompte était perdu et que la voiture de sport rouge avait été vendue à quelqu'un d'autre. Ses nouveaux amis riches, ceux qui avaient porté un toast à son nom avec son propre champagne, devinrent soudainement injoignables. Ses appels tombaient sur la messagerie vocale. Ses SMS restaient sans réponse. Le silence dans ce vaste manoir vide devait être assourdissant. Elle était la reine d'un royaume de papier, et une légère brise venait de tout emporter. Sa première réaction, selon l'enquêteur de Maître Dubois, fut une recherche frénétique et désespérée de ma personne. La dynamique du pouvoir s'était si complètement inversée que c'en était presque poétique. La femme qui m'avait ordonné d'aller crever dans une benne à ordures parcourait maintenant la ville à la recherche de l'homme même qu'elle avait jeté. Son désespoir, j'imagine, était alimenté par une dernière lueur de son arrogance. Elle croyait probablement que si elle pouvait me trouver, elle pourrait m'intimider ou me menacer pour que j'appelle l'avocat et que je libère son argent. Elle se rendit au domicile de mes vieux amis, des hommes et des femmes qu'elle avait toujours traités avec un mépris dédaigneux. Mais à chaque porte, elle fut accueillie par un refus poli et ferme. « Je suis désolé, Chloé, nous n'avons pas vu Robert. »« Non, il n'a pas appelé. » Chaque porte fermée était un autre reflet de celle qu'elle m'avait claquée au nez. Elle, la nouvelle millionnaire, était celle qu'on renvoyait. Elle, la maîtresse de maison, était celle qui n'était plus la bienvenue. Dans l'après-midi du 5e jour, sa colère s'était consumée, ne laissant derrière elle que les cendres froides et grises du désespoir. Chaque avenue était une impasse. Chaque appel était un échec. Elle était totalement et complètement impuissante. Il ne restait qu'un seul endroit où aller, une seule personne à qui faire appel. Elle avait déjà essayé de crier sur Maître Dubois. Cette fois, elle devrait essayer une autre tactique, l'humilité, ou du moins une performance d'humilité. Alors qu'elle se dirigeait vers son bureau du centre-ville, dépouillée de son arrogance et de sa bravade, elle a dû ressentir pour la première fois le véritable poids de sa situation. Elle était une héritière de 55 millions d'euros qui ne pouvait pas se permettre de payer un parc-mètre. Et c'est ce qui l'a finalement conduite à la salle d'attente lambrissée et silencieuse de l'étude Dubois et Associés. Maître Dubois m'avait appelé au motel ce matin-là. Sa voix était calme, mais je pouvais y déceler une note de finalité. « Robert, » avait-il dit simplement, « il est temps. Je pense qu'elle est prête à écouter. » Il avait envoyé une voiture pour moi, et j'avais mis mon plus beau costume, le simple costume marine que j'avais porté au mariage de mon fils. J'étais assis dans cette salle d'attente depuis environ 1 heure, non pas avec anxiété, mais avec un profond sentiment de calme. Je n'étais pas une victime attendant des excuses. J'étais un père sur le point d'exécuter les dernières volontés de son fils. Je lisais un livre sur l'histoire romaine, son poids familier dans mes mains, une encre réconfortante. La porte de la salle d'attente s'ouvrit doucement. Je ne levai pas les yeux immédiatement. Je terminai d'abord mon paragraphe. Puis, lentement, j'abaissai mon livre. Elle était là, hésitant sur le seuil. Elle ne ressemblait en rien à la reine conquérante de la lecture du Testament ou à la furie déchaînée de la fête. Ses vêtements coûteux étaient froissés. Sa coiffure parfaite était en désordre, et ses yeux étaient écarquillés par une peur qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Elle avait l'air perdue et petite. Ses yeux balayèrent la pièce, cherchant probablement la réceptionniste, puis ils me trouvèrent. Ils se fixèrent sur mon visage. Et à cet instant, je vis tout se dérouler. La confusion, le choc, puis l'horreur naissante et écœurante de la compréhension. La prise de conscience que ce n'était pas une série d'erreurs bureaucratiques malheureuses. Ce n'était pas un problème qui pouvait être résolu. C'était un plan. Un plan méticuleux, parfaitement exécuté. Et le vieil homme discret et insignifiant qu'elle avait jeté sous la pluie comme un déchet était assis au cœur même de ce plan. J'ai observé la cascade d'émotions onduler sur le visage de Chloé. Cela s'est produit en une fraction de seconde, mais pour moi, cela a semblé une éternité. D'abord, il y eut une simple confusion, le genre que l'on voit lorsqu'une pièce familière a été inexplicablement réarrangée. Puis un éclair de choc pur et sans mélange, alors que son cerveau traitait enfin le fait impossible que moi, le fantôme qu'elle avait exorcisé, j'étais assis juste là, devant elle. Et enfin, ce choc se mua en une peur profonde et primale,
le regard d'un joueur d'échecs qui vient de réaliser qu'il est en échec et mat depuis 5 coups. Le discours de supplication désespérée qu'elle avait probablement répété tout le long du trajet jusqu'au bureau mourut sur ses lèvres. L'arrogance, la colère, la fureur, tout cela s'évapora, laissant place à une panique brute et tremblante. « Robert » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Puis, comme si elle se souvenait du rôle qu'elle était censée jouer, elle essaya de nouveau, forçant un terme d'affection qui sonnait maintenant comme une malédiction. « Père » balbutia-t-elle en faisant un pas hésitant dans la pièce. « Je vous ai cherché partout. J'étais si inquiète. » Le mensonge était si transparent, si pathétique qu'il en était presque pitoyable. Elle essayait de réécrire l'histoire des 5 derniers jours en une seule phrase désespérée. Elle essayait de prétendre qu'elle était une fille inquiète, pas une tyranne déchue. Je me suis contenté de la regarder. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je ne lui ai offert aucune colère contre laquelle se battre, aucune pitié à laquelle s'accrocher. Je n'ai rien dit. À ce moment-là, j'ai compris que le silence était l'outil le plus puissant que je possédais. Il n'y avait pas de mots qui devaient être prononcés. Mon silence était un miroir, et dedans, elle était forcée de voir le reflet de sa propre cruauté, de sa propre cupidité, de ses propres choix. C'était une accusation plus accablante que n'importe quel cri, n'importe quelle accusation, n'importe quelle larme n'aurait jamais pu l'être. Elle s'effondra sous le poids de ce regard tranquille. Ses yeux balayaient la pièce, cherchant une issue, quelqu'un pour la sauver de la vérité inconfortable. « Je ne voulais pas que ça arrive », continua-t-elle, la voix brisée, les mots sortant en un plaidoyer désorganisé. Les choses elles ont dérapé. La pression. Je ne réfléchissais pas, sa voix s'éteignit. Elle pouvait le voir dans mes yeux. Elle savait que je savais que la représentation était terminée. Au moment où le silence s'étirait jusqu'à son point de rupture, la porte des bureaux principaux s'ouvrit. Maître Dubois se tenait là. Il était vêtu d'un costume sombre et conservateur, son visage un masque parfait de gravité professionnelle. Il n'a pas accusé réception de la détresse de Chloé ni de ses excuses balbutiées. Il l'a simplement regardée, puis moi, son regard communiquant une compréhension profonde et sombre. « Chloé. »« Robert, » dit-il, sa voix calme et ferme, tranchant la tension comme une lame. « Si vous voulez bien me rejoindre dans la salle de conférence, nous pouvons commencer. » Il tint la porte ouverte. Je fermai mon livre, le posant soigneusement sur la table d'appoint à côté de ma chaise. Je me levai, mes mouvements lents et délibérés. Je n'étais pas l'homme voûté et vaincu qui avait été poussé sous la pluie. Je sentis une vie entière de dignité tranquille s'installer sur mes épaules. Je me dirigeai vers la salle de conférence. Après un moment d'hésitation, Chloé suivit. Elle n'était plus une reine menant une procession. Elle était une accusée conduite à la barre. Les 10 pas de la salle d'attente à cette salle de conférence semblaient durer une éternité. À chaque pas, les derniers vestiges de son pouvoir semblaient s'évanouir. Je n'étais plus l'homme qu'elle avait chassé, et elle n'était plus la femme qui tenait le monde entre ses mains. Nous étions simplement un père et une belle-fille sur le point de faire face à la vérité finale et inaltérable de l'héritage de mon fils. Et j'étais prêt. Nous nous sommes assis à la longue table de conférence polie. Maître Dubois était en bout de table, une position d'autorité calme et tranquille. J'étais à sa droite et Chloé à sa gauche, une vaste étendue d'acajou brillant nous séparant. L'air dans la pièce était immobile et lourd, comme l'air avant un orage. Chloé était assise raidement sur sa chaise, les mains serrées sur ses genoux. Elle essayait de projeter l'image d'une femme lésée, victime d'une erreur bureaucratique, mais la peur dans ses yeux la trahissait. Elle était un animal acculé, et elle le savait. Maître Dubois commença, sa voix dénuée d'émotion, une simple déclaration de fait. « Merci d'être venue, Chloé, » dit-il. « Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous vous êtes retrouvée, assez soudainement, incapable d'accéder aux actifs de la succession de votre défunt mari. La raison de cela, je vous l'assure, n'est pas une erreur. Elle est, en fait, assez simple. » Il fit glisser un unique document sur la table vers elle. C'était une copie du testament qui avait été lu un peu plus d'une semaine auparavant. « Si vous vous souvenez, » dit-il, sa voix égale et mesurée, « ce document vous a nommé bénéficiaire principale et administratrice de la succession Peterson. Mais il vous a aussi, dans la section 2, lié à une obligation fiduciaire spécifique et légalement exécutoire. » Il avait une deuxième copie et il tapota un paragraphe surligné avec son stylo. La clause stipule que l'héritière, pour une période de 30 jours, assume une obligation solennelle de protéger et de maintenir le bien-être de la famille immédiate et l'intégrité de l'héritage de la famille Peterson. Il laissa les mots flotter dans l'air un instant. 30 jours, Chloé. Une période probatoire, pourrait-on dire. Un temps d'évaluation, à superviser par moi-même en tant qu'exécuteur testamentaire de la succession.
Chloé fixa le paragraphe, ses yeux parcourant les mots comme si elle les voyait pour la première fois. Je pouvais voir la confusion lutter avec sa panique grandissante. Maître Dubois continua, sa voix implacable dans sa précision calme. Il y a 5 jours, dans l'après-midi du 17 septembre, vous avez commis une violation profonde et irréversible de cette obligation. Il fit glisser un deuxième dossier, beaucoup plus mince, sur la table. Il atterrit doucement à côté du testament. Ceci est une déclaration sous serment de votre beau-père, Robert Peterson. Elle détaille comment vous l'avez expulsé de force, lui, le seul autre membre vivant de la famille Peterson immédiate, de la maison. Elle stipule que vous lui avez ordonné de, et je cite directement sa déclaration, aller crever dans une benne à ordures. Entendre ma propre histoire racontée dans ce cadre juridique stérile, entendre ces mots hideux lui être répétés, me sembla être une validation finale et sombre. Chloé tressaillit comme s'il l'avait frappée. Le peu de couleur qui lui restait quitta son visage. Elle regarda du dossier à moi, puis à Maître Dubois, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement. Elle n'avait aucune défense. Il n'y avait aucun mensonge qu'elle pouvait raconter qui serait plus puissant que la simple vérité documentée. Maître Dubois se pencha légèrement en avant, son regard inébranlable. Vous voyez, Chloé, ce premier testament n'était pas seulement un document juridique. C'était une question. Une question à laquelle mon client, votre défunt mari, avait besoin d'une réponse définitive. Et la question était la suivante. Étiez-vous une gardienne digne de l'œuvre de sa vie? Étiez-vous une protectrice digne de sa famille? Je la regardais alors que la terrible vérité commençait à se faire jour. Elle n'était pas une joueuse dans un jeu financier. Elle était le sujet d'une expérience morale, et elle avait échoué de la manière la plus spectaculaire imaginable. Vos actions, dit Maître Dubois, sa voix baissant légèrement, devenant plus intense, ont fourni la réponse à cette question avec une clarté absolue. Ce qui m'amène à une question pour vous. Il marqua une pause, laissant le silence peser sur elle. Avez-vous écouté attentivement l'intégralité du testament, Chloé? Avez-vous prêté attention aux mots de la section 4, sous clause C? Les petits caractères, la partie qui décrit l'activation automatique et immédiate du codicille B en cas de violation catastrophique de l'obligation fiduciaire par le bénéficiaire principal. Son visage était un masque vide d'horreur incompréhensible. Elle n'avait entendu que les 55 millions d'euros. Elle n'avait entendu que la maison. Le reste n'avait été que du bruit. Maître Dubois plongea la main dans la mallette en cuir qui se trouvait à côté de sa chaise. Je le regardai, mon cœur battant à un rythme lent et régulier. Il ne sortit pas un épais classeur juridique ou une pile de papier. Il sortit une unique et élégante enveloppe de couleur crème. Elle était scellée d'un cercle de cire bleu foncé, frappé de la chevalière de la famille Peterson, celle que j'avais donnée à David le jour de sa remise de diplôme universitaire. L'avocat plaça l'enveloppe au centre exact de la table polie. Elle était là, un objet silencieux et sans prétention qui détenait le pouvoir d'un tremblement de terre. Chloé la fixa comme si c'était un serpent venimeux. Maître Dubois croisa les doigts. Ce codicille, Chloé, annule légalement le document que nous avons lu la semaine dernière dans son intégralité. Ceci, dit-il, sa voix résonnant de la vérité finale et inattaquable, est le véritable et dernier testament de David. Maître Dubois prit un petit coupe-papier en argent de son nécessaire de bureau et le glissa soigneusement sous le seau de cire bleue. Le son du papier qui se déchire fut une déchirure nette et finale dans la pièce silencieuse. Il déplia l'unique feuille de papier qu'elle contenait. Je vis l'écriture claire et familière de mon fils, et mon souffle se coupa dans ma poitrine. Les véritables intentions de David n'étaient pas enfouies dans des pages de jargon juridique. Elles étaient énoncées avec une clarté qui était à la fois aimante et impitoyable. Maître Dubois posa le papier sur la table et commença à lire, sa voix l'instrument calme et régulier du dernier commandement de mon fils. Ceci est un codicille au dernier testament de David Peterson, commença-t-il. Activé ce matin par l'autorité accordée à mon exécuteur testamentaire. Il rend par la présente toutes les versions précédentes de ce testament nul et non avenu. La disposition de ma succession est la suivante. Il regarda directement Chloé, dont les yeux étaient écarquillés par une terreur si profonde qu'elle semblait lui avoir volé son souffle. 1. Lut Dubois, tous mes actifs, sans exception, y compris toutes les actions de Peterson AI, tous les portefeuilles financiers et la propriété résidentielle au 114, allée des Saules, doivent être transférés immédiatement dans une fiducie irrévocable nouvellement formée, qui sera connue sous le nom de fiducie de l'héritage Peterson. Il marqua une pause, laissant le poids des mots s'installer. 2. Le seul fiduciaire, gestionnaire et administrateur de la fiducie de l'héritage Peterson sera mon père, Robert Peterson. Je sentis un poids immense et humble s'installer sur mes épaules. Un devoir, une mission.
3. Continua Dubois, sa voix inébranlable, la mission principale de cette fiducie sera de financer et de superviser la Fondation des boursiers en technologie David Peterson, une entité caritative dédiée à fournir une éducation en technologie et en ingénierie et des bourses d'études à des enfants défavorisés, une cause qui tenait profondément à cœur à mon fils. Et puis il en vint à la disposition finale. Il regarda Chloé une dernière fois avant de la lire. 4. À ma femme, Chloé Peterson, la fiducie fournira une allocation mensuelle de 2000 €. Il laissa ce chiffre flotter dans l'air, une fraction pathétique des millions qu'elle avait goûtés. Cette allocation est conditionnée à son maintien d'un emploi à temps plein vérifiable. Elle sera autorisée à résider sans loyer dans le pavillon d'amis sur la propriété. Toute violation de ces termes ou toute décision de cesser de travailler entraînera la résiliation immédiate et permanente de tout soutien financier. Ce n'était pas une punition de pure pauvreté. C'était, à sa manière, bien pire pour elle. Mon fils ne la laissait pas mourir de faim. Il la condamnait à une vie de travail ordinaire et honnête, une vie de responsabilité. Le genre même de vie qu'elle avait épousé pour y échapper. La couleur avait complètement disparu de son visage, laissant un masque pâle et cireux. Elle secoua la tête, un mouvement minuscule, presque imperceptible, comme si elle essayait de nier physiquement la réalité des mots qu'elle entendait. L'empire de 55 millions d'euros, la voiture de sport, les fêtes, le pouvoir. Tout cela n'avait été qu'un fantasme, un rêve d'une semaine dont elle avait maintenant le réveil le plus cruel. Alors que Maître Dubois repliait soigneusement l'unique feuille de papier et la remettait dans son enveloppe, la finalité du moment la frappa. Un petit halètement étranglé s'échappa de ses lèvres. Ses yeux se révulsèrent, et avec un léger soupir, elle s'affaissa sur le côté de sa chaise et s'effondra sur l'épaisse moquette, évanouie. La grande et puissante reine de la succession Peterson avait disparu, et à sa place, il n'y avait qu'une femme inconsciente sur le sol du bureau d'un avocat, avec un avenir qu'elle avait à elle seule détruit. La volonté de mon fils avait été faite. 6 mois passèrent. 6 mois au cours desquels le monde, pour moi, ne fut pas seulement réarrangé, mais renaquit. Le silence de la chambre de motel fut remplacé par le bruit chaotique et merveilleux de la création. Le fantôme qui avait hanté les couloirs d'une vie passée avait trouvé un but nouveau et vibrant. Je me tenais à un podium, l'odeur de peinture fraîche et de nouveaux départs flottant dans l'air. Je portais le même costume marine que j'avais porté au bureau de Maître Dubois, mais il ne me semblait plus être une armure pour une confrontation. Il me semblait être l'uniforme d'un gardien, le fier protecteur d'un rêve. Je regardais, non pas une belle fille tendue et hostile, mais une salle remplie des visages brillants et pleins d'espoir de jeunes étudiants, la première promotion de la Fondation des boursiers en technologie David Peterson. Quand je commençai à parler, ma voix était forte et claire. « Bonjour », dis-je, un sourire sincère sur mon visage. « Je m'appelle Robert Peterson, et je suis le père de mon fils. » Je leur ai raconté des histoires sur David. Pas sur David le magnate de la technologie, le millionnaire, mais sur David le garçon curieux qui a démonté le seul téléviseur de notre famille juste pour voir comment elle fonctionnait. Sur David le jeune homme déterminé qui croyait que la magie de la technologie ne devrait pas être un luxe pour les riches, mais un outil pour tous ceux qui ont un rêve. Beaucoup de gens se souviendront de mon fils pour la fortune qu'il a créée, dis-je à la foule. Mais cette fortune n'a jamais été son but. Ce n'était qu'un sous-produit. Son vrai rêve, son véritable héritage, c'est ceci. Je fis un geste autour de la salle, vers les nouveaux ordinateurs étincelants, les tableaux intelligents, les visages avides des enfants qui apprendraient, créeraient et construiraient leur propre avenir ici. David croyait que le talent est universel, mais que les opportunités ne le sont pas, continuai-je. Il voulait construire des portes pour ceux à qui on n'avait jamais montré que des murs. Alors aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement un bâtiment. Nous poursuivons son œuvre la plus importante. Nous accomplissons sa véritable volonté. Pas celle écrite sur du papier, mais celle qui était écrite sur son cœur. Alors que la salle se remplissait d'applaudissements chaleureux et sincères, mes pensées se tournèrent un instant vers Chloé. Je ne pense plus à elle avec colère. Je pense rarement à elle tout court. Mais je sais où elle est. La fiducie de mon fils, à sa manière discrète et méthodique, garde toujours un œil sur elle. L'image qui me vint à l'esprit fut celle d'une autre sorte de pièce, un café du centre-ville bondé pendant l'heure de pointe du matin. Chloé était derrière le comptoir, portant un simple tablier vert avec son nom sur un badge en plastique. Ses cheveux étaient tirés en arrière et son visage était dépourvu du maquillage coûteux qu'elle avait l'habitude de porter. Elle se déplaçait avec une efficacité bien rodée, faisant mousser le lait, annonçant les commandes, essuyant le comptoir. Elle avait l'air fatiguée, du genre de fatigue qui vient après être restée debout pendant 8 heures. Un client fut impoli avec elle, se plaignant que son latte n'était pas assez chaud. Je vis une lueur du vieux feu dans ses yeux, un éclair d'indignation, mais il disparut aussi vite qu'il était venu,
remplacée par une résignation lasse. « Je suis vraiment désolée, monsieur, dit-elle, sa voix plate. Je vais vous en refaire un. » Elle avait été condamnée à une vie non pas de pauvreté, mais de conséquence, une vie de travail ordinaire et honnête, et à sa manière discrète, elle purgeait sa peine. Une jeune fille, pas plus de 14 ans, tira sur ma manche, me ramenant au présent. Elle pointa avec enthousiasme son écran d'ordinateur, me montrant une simple ligne de code qu'elle avait écrite et qui faisait remuer la queue d'un chien de dessin animé. Ses yeux brillaient de fierté et de découverte. Je souris, un vrai sourire qui atteignit mes propres yeux. La volonté de mon fils avait créé 2 nouvelles réalités. Pour Chloé, un monde de conséquences silencieuses. Pour moi, un monde de buts bruyants, chaotique et merveilleux. La justice, j'ai finalement appris, ne se trouve pas toujours dans une confrontation dramatique au tribunal. Parfois, elle réside dans le travail silencieux, régulier et quotidien de construire quelque chose de mieux à l'endroit même où quelque chose a été brisé. La bibliothèque est mon bureau maintenant. La pièce préférée de mon fils n'est plus un sanctuaire silencieux de la mémoire, mais le cœur animé de son héritage vivant. Les étagères en chêne sombre sont toujours là, mais maintenant elles partagent l'espace avec des tableaux blancs couverts de plans et d'idées. L'air, autrefois épais de l'odeur du vieux papier, bourdonne maintenant de l'énergie d'un avenir plus radieux. Je m'assois souvent à son vieux bureau le soir, après que la petite équipe dévouée soit rentrée chez elle. Sur le coin du bureau se trouve une photographie de David, prise lors d'une randonnée il y a des années. Il sourit, le soleil dans les yeux, le monde entier à ses pieds. Je la regarde et je ne ressens aucune tristesse, seulement une fierté silencieuse et profonde. La justice, j'en suis venu à le réaliser, n'est pas toujours une affaire bruyante et tonitruante. Elle ne vient pas toujours avec un coup de marteau ou un verdict crié. Parfois, la justice est le clic silencieux et satisfaisant d'un plan bien conçu qui se met parfaitement en place. Mon fils n'a pas laissé derrière lui un tas d'argent. Il a laissé un héritage de passion et la conviction que le succès d'une personne pouvait être utilisé pour construire une échelle pour les autres. Mon but, mon grand honneur, est de m'assurer que cet héritage respire et grandit chaque jour. En accomplissant la véritable volonté de mon fils, j'ai fait plus que récupérer une maison. Je me suis récupéré moi-même. J'ai trouvé une raison de me lever chaque matin qui était plus grande que mon chagrin. J'ai retrouvé le chemin vers l'homme que mon fils avait toujours su que j'étais.